T'es monté à quel chiffre au maximum? Alors en marketing de réseau, 10 000 euros par mois. Tous les jours je dépensais beaucoup, mais mon wallet continue à monter. J'ai toujours vécu à l'étranger, aujourd'hui c'est ça ma force, tu vois, c'est le réseau international que je me suis fait. Pour le milieu business en ligne, la France c'est clairement pas l'endroit. Mais c'est vrai qu'en fait voilà, la leçon c'est tout ce qui est au-dessus de 10% par mois, mais même 10% par mois on se rend pas compte, mais 98% du temps c'est une escroquerie. Beaucoup d'escroqueries aussi à la fin, le fonds s'écroule, tout le monde perd son argent. Et voilà, les deux fondateurs recherchés par Interpol. Et donc j'ai perdu de l'argent dans des fonds privés comme ça aussi. Dans certains j'en ai gagné. Dans tous les marchés où je vais, je cherche pas à monter l'échelle petit à petit. Je cherche un shortcut pour me connecter à ceux qui gèrent le marché. Et moi c'est vrai que ma vraie force je pense aujourd'hui c'est mon réseau. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast pour investisseurs. Aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir avec Kevin Pierre à nos côtés, Pierre Barre, qui va nous parler de son parcours, un investisseur entrepreneur justement avec un parcours très atypique, mouvementé parce qu'il a testé plein de choses, mais tout ça, il en parlera dans le podcast. Pierre, comment vas-tu ? Très bien Antoine, merci pour cette invitation. On a bien mangé au Libanais, donc là je suis en forme pour ce podcast. Magnifique. Pierre, on s'est connus déjà de via un ami en connaissance, en commun, Evan. Et aussi on s'est rencontrés directement à CryptoXR, un dernier événement crypto. Totalement. On a pu parler, ça a matché, on s'est dit bon, pourquoi pas faire un petit podcast, s'intéresser à ton parcours, à tes expériences, tes apprentissages, ta vision de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Mais avant toute chose, je pense qu'il est important de regarder un petit point qui va permettre à comprendre toutes les personnes où tu en es aujourd'hui. C'est ton parcours qui est marqué par plein de choses. Tu as beaucoup voyagé aussi. Qui est Pierre Barre ? Quel était ton parcours ? Mais avant ça, justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te présenter très rapidement. Tu es un entrepreneur créatif et engagé à la tête de projets comme École de Crypto et Journalia, qui visent à démocratiser l'éducation financière et technologique. T'es passé par le MLM, la gestion privée, plusieurs aventures entrepreneuriales justement que tu nous raconteras. T'as su te réinventer justement durant ton parcours pour construire un écosystème cohérent et impactant. T'as des fortes convictions dans le domaine de l'investissement, surtout Web3, même si justement t'as touché à plein d'autres types d'investissements. Et aujourd'hui, tu utilises la majorité de ton capital dans le développement de tes boîtes, une stratégie que tu nous expliqueras aujourd'hui. Donc l'objectif, on va dire, de ce podcast, c'est d'explorer un peu ton parcours, ta vision de l'investissement et comment tu construis aujourd'hui tes boîtes pour avoir un impact sur l'innovation et la rendre un peu plus accessible aujourd'hui. Surtout avec ce que tu fais en ce moment à Genève et dans le sud de la France. Pierre, bienvenue dans le podcast Smart Talks. Merci, franchement belle présentation, c'est la première fois qu'on m'auto-présente mais j'aime bien, t'as fait tes recherches donc merci pour l'intro. Donc écoute, pour me présenter, Pierre c'est l'histoire d'un jeune qui est né en Russie. Je parle de moi à la troisième personne, mais j'ai été adopté à l'âge de 5 ans et je suis arrivé dans le sud à côté de Marseille. Donc là, j'ai eu une enfance classique à l'école, j'avais même pas le téléphone, mes parents m'ont jamais donné de téléphone, ils voulaient pas. Je faisais du sport, etc. Je m'amusais comme je pouvais. Et en fait, à 17 ans, j'ai eu mon premier téléphone. Dans cette période-là, pour en parler rapidement, parce que souvent les gens pensent que pour être entrepreneur, il faut des parents entrepreneurs, il faut venir de familles comme ça. Moi, mes parents étaient salariés classiques, vraiment avec cette éducation de faire des études. Et en fait, à 18 ans, je me rends compte que les études, oui, je suis bon, j'ai des facilités, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. Et ce qui se passe, c'est que je tombe sur des personnes sur les réseaux sociaux où je vois qu'ils ont une belle vie, ils sont à l'étranger, ils voyagent, ils ont mon âge. Je décide de les rencontrer. J'étais à la fac d'éco à cette époque-là. Enfin, fac d'éco, c'était un grand mot. J'ai fait une semaine. J'ai quitté au bout d'une semaine, mais je suis resté à Montpellier. Et j'ai rencontré ces gens-là qui faisaient 5 000 euros par mois à 18 ans. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc que j'ai pas compris. Ils ont un téléphone, je viens d'en avoir un. Ils font de l'argent dessus et je leur ai demandé, et c'était du marketing de réseau, donc les boîtes par abonnement où tu te formes dans le trading et la crypto-monnaie notamment. Et donc en fait, j'ai commencé là-dedans. L'année d'après, je me suis dit, allez, je vais faire une école de co à Paris. J'ai tenté, pareil, au bout d'une semaine, j'ai arrêté. Par contre, à Paris, j'ai rencontré des personnes plus influentes, que ce soit dans le business et le marketing de réseau. Et là, c'est là où ma carrière a décollé. Si on peut appeler ça une carrière qui a duré peut-être 2 ans et demi et où j'ai vraiment pu faire mes premiers milliers d'euros en ligne. Et très rapidement, je me suis du coup expatrié à l'étranger, notamment Dubaï, où j'ai vécu dans beaucoup de pays pendant 4 ans avant de revenir en France pour faire un petit peu le parcours depuis le début. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené au final à l'entrepreneuriat ? Parce qu'aujourd'hui, ça a un grand rôle, et l'entrepreneuriat et l'investissement, mais surtout l'entrepreneuriat aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça via ton parcours ? Écoute, c'est un peu un déclic que j'ai eu à 18 ans quand j'étais à Montpellier. Parce que peut-être via mon histoire, tout ça, je me trouvais pas forcément. J'étais vraiment perdu entre la période de 15 à 18 ans.
Et donc, ce qui se passe, c'est que si je parle cash, je fumais énormément et pas des cigarettes. Je faisais rien. J'étais ce qu'on peut appeler un loser, si on peut appeler ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, en plus avec ce déclic des réseaux sociaux, comme si je découvre cette personne, je me dis non mais attends, il y a un truc que j'ai loupé. Il y a ce gars-là, il a mon âge, il a rien de plus que moi. Moi aussi, je peux le faire. En fait, du jour au lendemain, et je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les extrêmes, soit je fais tout, soit je fais rien. Du jour au lendemain, j'ai coupé mes fréquentations, j'ai arrêté de fumer en l'espace de 2 semaines. Je me suis mis au MMA, à la salle de muscu. J'ai commencé le business en ligne. Et en fait, en l'espace de 1 mois, ma vie a littéralement changé. Quelques mois après, je suis parti à Paris justement. Et là, ça a été vraiment la déconnexion de tous mes amis du Sud. Moi, j'aime bien cette phrase que je répétais d'ailleurs beaucoup dans le MLM. Tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ça me rappelle les bons vieux livres de mindset que j'ai enfilés pendant les premières années de marketing de réseau. Mais voilà, c'était vraiment l'environnement que j'avais besoin de cut. Et en partant à Paris, là, j'ai eu un nouvel environnement. J'ai pu me développer, échanger vraiment et commencer à me propulser dans le marketing de réseau notamment. Ouais, donc tu avais vraiment besoin de changement, de renouveau à ce moment-là. C'est ça. Et comment s'est passée un peu cette progression? Donc dans les MLM, tu as rencontré même, qu'est-ce que c'est les MLM? C'est quoi ton premier avis sur ça? Et au final, pour les gens qui connaissent pas les MLM, qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, quelle est ta vision de ça? Et comment tu as pivoté après le MLM sur d'autres opportunités, l'investissement, l'entrepreneuriat? Alors le marketing de réseau, c'est très critiqué. Beaucoup de gens disent du bien, beaucoup de gens disent du mal. Moi, pour le coup, j'ai vraiment une vision que je pense quand même assez vraie dans le sens où j'ai pu monter en échelon, comme on peut appeler, et donc au plus gros, j'avais des équipes de milliers de personnes dans des compagnies qui marchent par abonnement. Souvent, je fais une petite parenthèse, on confond ça avec des systèmes pyramidaux où pour le coup, ça n'en est pas quand c'est de l'abonnement. Un abonnement, si tu n'aimes plus la société, tu veux plus te former, tu le coupes. Voilà, ça fait juste du chiffre en moins au leader qui est dans ton équipe. Donc les systèmes pyramidaux, pour en parler 2 secondes, on reviendra sur le sujet, mais c'est des systèmes où tu investis et le seul produit, c'est d'investir. Et l'argent des nouveaux paye les anciens, ce qui n'est pas du tout le cas dans un abonnement d'MLM classique comme moi dans lequel je me suis lancé. Donc très vite, j'arrive à du coup faire mon premier réseau. Le problème qu'on donne beaucoup au MLM, parce que la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est bien pour s'éduquer dans la crypto, parce que moi c'était des formations trading forex et crypto uniquement. Donc moi je commence dans le trading forex, comme tout le monde je me fais affilier. Ton premier pas dans l'investissement. C'est ça, je mets mes 500 balles sur le broker Vantage, je m'en souviens encore, et au bout de 3 semaines liquidé, parce que voilà, je me prenais pour un cowboy, comme 99% des gens, de toute façon c'est une stat, il y a 5% des gens qui ne perdent pas leur capital au bout de 2 mois sur les brokers. Donc ça c'est public sur les brokers d'ailleurs, donc dans le forex. Et donc très vite je découvre la crypto. Et là, je comprends qu'en fait, il y a un timing. C'est-à-dire que le Forex, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps dans le monde d'investissement et qui sera là plus tard. C'est un marché où on se bat contre des énormes institutions. Et moi, à l'époque, la crypto, donc on parle de 2019, c'était encore, si on peut appeler ça le début, on n'avait pas encore eu ce cycle haussier. Enfin, on a eu celui de 2017 avant, mais pas le gros que j'ai pu vivre dès que je suis arrivé. Et donc je me rends compte qu'il y a un timing. Et c'est là où je me dis, en fait, pour n'importe quelle personne qui commence de zéro, le Forex, 95% des gens échouent littéralement, et 5 ans après je peux le prouver parce que j'ai des centaines d'amis que j'ai vu faire du trading encore aujourd'hui, je les compte sur la doigt d'une main ceux qui en vivent vraiment. Ça, les gens s'en rendent pas compte, mais tout le monde commence par le forex parce que c'est le truc qui attire sur les réseaux. Mais la crypto, j'ai vu le timing et je me dis ok, je me mets dans la crypto et je reste dans la crypto. Et donc très vite, en parallèle donc du marketing de réseau, j'ai investi dans la crypto. Je suis pas vivre à Dubaï avec ma copine avec qui je suis resté 6 ans et on a fait ce tour du monde pendant à peu près 4 ans. Et donc je voyageais entre Dubaï, Bali notamment, mais j'étais toujours donc en train de développer mon réseau, mes équipes à distance. Je revenais des fois en France pour faire des événements physiques. Et j'ai spend aussi beaucoup de crypto comme un couillon dans ces voyages-là, ce qui est une petite erreur, mais de l'expérience aussi que j'ai gagné, quoi. Ok, du coup, si on parle un peu de chiffres, au niveau du MLM, qu'est-ce que tu as pu générer comme chiffre d'affaires, aussi en bénéfices? Et à cette période-là, comment tu as utilisé tes fonds? Est-ce que du coup, vu que tu commençais à rentrer dans cet écosystème d'investissement, tu as eu la cogite de dire, bon, les bénéfices, je vais les investir? Ou est-ce que, comme la plupart des gens, quand tu commences à gagner de l'argent, tu les spends rapidement, tu profites? C'était quoi un peu ta vision? Et comment ça s'est passé à l'époque? Alors, dans le marketing de réseau, il faut savoir que quand même, la majorité des leaders, comme on les appelle, qui gagnent 5 000, 10 000, ils réinvestissent, on ne se rend pas compte, mais énormément déjà pour maintenir les équipes, parce qu'il faut payer des salles, faire des événements. Donc tout ça, c'est vraiment peut-être 30% déjà facile qui repart là-dedans. Derrière, pareil, dans les cryptos, je me suis vite fait un portefeuille. D'ailleurs, j'ai acheté beaucoup d'Ethereum à cette époque-là. C'était vraiment cette ligne que j'avais. Et quand il y a eu l'explosion en 2021, c'est là où je te disais, tous les jours, je dépensais beaucoup, mais mon wallet continue à monter, donc j'étais comme un fou. Mais donc ouais, j'ai beaucoup mis en crypto aussi. Et à côté, bien sûr, j'ai eu ma période de Gucci, comme Evan l'appelle. Il me fait rigoler, il me dit la période Gucci. Mais moi, c'était vraiment Gucci parce que j'ai acheté un sac Gucci. J'ai tout acheté en Gucci. Je sais pas pourquoi. J'avais 19 ans, c'était la folie.
Et oui, du coup, j'ai spend un peu comme un con. Mais surtout derrière, là où j'ai toujours investi, ça va être dans mon réseau, dans mes voyages. J'ai toujours vécu à l'étranger. Aujourd'hui, c'est ça ma force, tu vois, c'est le réseau international que je me suis fait. Donc, j'ai toujours eu cette vision de oui, il y a investir ton argent, on va en parler aujourd'hui, dans des opportunités, mais il y a investir dans la personne que tu es. Parce que voyager, rencontrer du réseau, avoir des vraies personnes internationales à qui te plug quand tu vas là-bas, c'est tout aussi important et ça peut des fois t'emmener des deals qui en fait en un claquement de doigts, en un deal, changent ta vie. Il y a cet investissement-là sur le long terme où tu capitalises tous les mois pour mettre tant en bourse et tu as le deal grâce à ce contact que tu as fait parce que tu as passé cette soirée qui te ramène un deal à 6 chiffres et qui peut te propulser. Donc j'ai toujours eu un peu cette vision sur les deux côtés où je sais qu'il faut investir un peu des deux côtés, quoi. Je pense que du coup, les relations, le networking, ça a été une des grosses leçons que tu as appris potentiellement grâce à tes débuts dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne. C'était quoi les autres leçons que tu as pu apprendre grâce à cette expérience-là jusqu'à ta transition dans l'investissement et d'autres business? Qu'est-ce que tu en as vraiment appris de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens encore aujourd'hui, tu te dis, c'est vraiment à cette période-là où j'ai compris ça? Ouais. Le marketing de réseau, moi j'en parle de manière positive parce que c'est ce qui m'a éduqué littéralement en termes de développement personnel. Alors maintenant j'en parle, ça me fait rigoler, je me moque même gentiment des gens qui font du mindset développement perso. Mais j'y suis passé, comme tout le monde, j'ai lu ces livres qui m'ont vraiment transformé parce qu'au début t'en as besoin. Après, on va dire que le vrai changement, ça a été sur la prise on peut dire de leadership, de communication. Si aujourd'hui je suis chef d'entreprise, que j'ai 2 boîtes, que j'ai des personnes que je manage dedans, je le dois pour moi au MLM. Donc pour moi cette industrie m'a vraiment donné ces skills de management et de comprendre comment prendre les bonnes personnes, les mettre au bon endroit, au bon moment, les faire travailler ensemble dans une même direction. Donc en effet, ça c'est des vraies leçons que j'ai pu apprendre via le marketing de réseau. Donc au final, l'humain joue un rôle central, j'ai l'impression. Autant que tu me parles dans gestion des équipes, leadership, tes anciennes expériences et le réseautage, le networking, tout part de l'humain. Totalement. Le MLM, c'est du management d'humain. C'est l'humain qui est au centre de tout d'ailleurs. Et en effet, c'est là où tu apprends, en fait, pour moi, l'intelligence émotionnelle. En fait. C'est ça aussi qui aujourd'hui m'est très intelligent, c'est comprendre la personne que tu as en face quand tu fais du MLM. J'ai littéralement peut-être fait, je sais même pas, 1000, 2000, 3000 calls que j'ai eu du père de famille de 50 ans, la personne qui est très riche, qui a déjà ses business, qui s'intéresse un peu au trading, aux petits jeunes étudiants. Et en fait, tu vas passer des milliers de personnes, tu fais les mêmes appels. Et en fait, derrière, tu développes vraiment une intelligence émotionnelle où tu arrives direct à connecter avec la personne et en quelques mots, la catégoriser et savoir comment tu peux bosser avec elle, quoi. Tu vois, pour nous, avec Kevin, on a eu cette période aussi où on faisait du marketing de réseau, c'était super intéressant. Et c'est vraiment un peu ça aussi qui nous a éduqués sur plein d'aspects différents, même si on était déjà un petit peu, même beaucoup dans cet investissement, dans l'éducation financière. Comment cette éducation financière, toi, elle est venue? Est-ce qu'elle est venue via cette expérience-là ou est-ce qu'elle est venue de ta famille, de ce que tu as pu apprendre, des gens que tu voyais? Est-ce que tu l'as créé toi-même? Comment tu t'es dit, en fait, aujourd'hui, je gagne de l'argent. T'es monté à quel chiffre au maximum, on va dire, sur le marketing? Alors, en marketing de réseau, 10 000 euros par mois, on va dire, donc entre les résiduels et donc tous les petites sources de revenus qui tournent autour. Ouais. Génial. 10 000 euros par mois, ça reste quand même une belle somme. Ça permet de voyager, d'être stable. Aujourd'hui, tu as 10 000 euros par mois à cette époque-là. Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te disais vraiment, tu avais une stratégie où tu disais, je mets ça pour mon plaisir, je mets ça pour l'investissement, ou est-ce que la vision était totalement différente et tu n'étais pas encore assez éduqué financièrement à cette époque-là? Alors, à cette époque-là, j'ai découvert un outil, je vais en faire la pub gratuitement, et Fineary, je pense que vous connaissez. Et pour moi, quand on me demande quelle est l'app, c'est Fineary, mec. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai une vraie transition dans ma vie, mais cette période-là, en tout cas, où je commence le MLM, j'avais une gestion parfaite parce que tu sais, je me blindais de livres d'éducation. Alors, pour mes livres classiques, les 4, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et après, je vais pousser vraiment l'éducation financière très loin. Et donc, je commence à me faire un petit portefeuille en bourse, mes cryptos, où j'avais toujours quand même vraiment l'axe crypto. Et je commence à diversifier, avoir une vraie gestion avec Fineary, où j'aime voir mes petites lignes, j'aime voir l'ensemble de mon patrimoine, etc. Donc, ouais, j'avais vraiment cette éducation financière qui, par la suite, en fait, j'ai complètement changé de mentalité. On en reviendra après entre le business en ligne et aujourd'hui le milieu de la startup qui pour moi c'est quand même des mentalités d'investissement différents, mais en effet j'avais une bonne éducation financière via le marketing de réseau parce que c'est ce qu'on enseignait en fait. On ne sait pas que le trading crypto, c'était vraiment base de dev perso, très grosse base d'éducation financière et ensuite tu allais spécialiser dans le trading ou la crypto-monnaie. Magnifique. Sachant que la majorité des gens n'étaient pas forcément développeurs, ne faisaient pas de marketing de réseau. Moi, j'avais vraiment en interne, parce que j'avais une structure que j'avais fait dans le marketing de réseau, vu j'avais quand même un gros paquet de personnes. Et donc, on avait des éducateurs en interne qui s'occupaient de former les équipes, parce que peut-être 70% ne faisaient pas de recrutement. Donc, voilà, c'est ça aussi, je fais une petite parenthèse, mais pour revenir aux gens qui pensent que le MLM, c'est juste du recrutement, ça peut l'être dans certaines compagnies.
tout dépend qui vous rejoignez. En tout cas, moi, ça a été une expérience top parce que j'ai pu être éduqué par des gens qui vivaient des services, qui vivaient de la crypto aussi en parallèle de leur revenu marketing de réseau. Et donc, moi, j'ai toujours eu cette vision de les services d'abord, avant le recrutement aussi, même si derrière, moi, j'étais très bon dans la partie leadership, recrutement, mais en interne, j'avais, comme ce que je fais aujourd'hui avec le crypto, mes formateurs qui, eux, ne faisaient zéro recrutement, mais ils avaient des très bonnes places et ils géraient l'éducation dedans. Donc, moi, j'ai beaucoup appris au début grâce au MLM, les deux premières années. Magnifique. Et du coup, si on avance un petit peu ton parcours, donc tu as cette période-là où tu te lances un peu dans le business en ligne, tu commences à faire tes premiers milliers, voire dizaines de milliers d'euros tous les mois, tu investis, tu crées ton réseau, et la suite. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comment tu as transité? En plus, tu venais de rencontrer l'écosystème crypto à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'en fait, le MLM, je me prenais pour un entrepreneur. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, je travaille pour une boîte. Alors oui, je suis indépendant. Oui, je peux voyager où je veux. Oui, je gère. Ouais, intrapreneur, exactement. Je suis quand même un genre de commercial super cheaté, si on peut appeler ça comme ça, qui a ses équipes, qui développe son réseau. Mais donc, je me dis, je rapporte littéralement des 100 000 euros par mois, si ce n'est bien plus de chiffre d'affaires à la boîte. Et moi, j'en touche 5-10 000, tu vois. Et là, je me dis, OK, il y a un problème parce que maintenant, au bout de 2 ans, je sais comment faire, je sais comment développer un réseau, je sais comment gérer, on va dire, un peu ma boîte parce que j'avais littéralement fait ça s'appelait MBA, Mindset Business Academy. Donc j'avais littéralement fait mon groupe, mon MLM dans le MLM. Et donc ouais, je me suis dit, écoute, je vais juste avec donc mes associés, donc qui ont été pendant plusieurs années mes associés, Alexandre et Evan, que tu connais, on a décidé de lancer en fait Crypto Oasis, qui était en fait notre écosystème. Alors c'était pas un MLM, mais c'était un groupe privé où on était vraiment focus uniquement sur la crypto, parce que comme je t'ai dit, pour moi le forex ça reste trop aléatoire et c'est un vrai métier, ce que les gens ne comprennent souvent pas. Et donc, on a lancé Crypto Oasis et on s'est lancé vraiment à fond pour accompagner les gens, recruter des coachs et accompagner les personnes. Mais surtout, derrière, savoir que ce qu'on faisait comme chiffre d'affaires, c'était pour nous et pas pour le marketing de réseau en question. Et du coup, comment s'est passée cette période de créer Crypto Oasis? C'était quoi un peu la vision à l'époque? L'objectif, c'était pour éduquer les gens, leur permettre aussi de commencer dans l'investissement crypto. C'est ça. Et explique-moi un peu cette période-là, comment ça s'est passé, cette expérience-là. Alors moi, de toute façon, j'ai toujours été dans l'éducation. C'est vraiment un domaine, je pense, une industrie. On ne se rend pas compte de la taille de l'industrie de l'éducation, mais c'est énorme et c'est la base de tout. Donc moi, tous mes projets sont toujours liés de près ou de loin à l'éducation. Donc le MLM, on ne se rend pas compte, mais c'est de la transmission. Moi, je passais mon temps à faire des appels. Et en fait, Crypto Oasis, c'est ça qu'on a fait aussi. C'est vraiment de transmettre la vision du marché crypto à un maximum de personnes. Donc le but, c'est vraiment de parler au mass market, toujours. Et à côté, du coup, on a commencé aussi à toucher parce qu'avec le temps, le réseau, c'est ça aussi qui est bien avec le marketing de réseau, c'est qu'on fait quand même du réseau avec des personnes assez importantes, influentes, et qui sont pas forcément dans ce business-là, mais qui ont des liens dès que tu commences à prendre un peu d'ampleur dans le MLM. Et donc derrière, en fait, on a eu des opportunités d'investissement, on va pouvoir en parler, mais dans tous les sens, tout type, où j'ai gagné, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Parlons-en, c'est quoi ces types d'investissement? Comment ça se passe? On entend beaucoup parler d'ICO, il y a plein de termes un peu techniques. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment tu te positionnes? Comment tu sais si X c'est bien une bonne opportunité ou Y c'est peut-être mieux ou peut-être pas assez? C'est quoi ta gestion du risque? Parle-nous un peu de cette période-là justement et ces opportunités. Alors à cette période-là, donc quand on lance Crypto Oasis, donc nous on a notre activité principale où on éduque et on accompagne les personnes dans la crypto, et donc on commence à networker, à aller dans des fonds d'investissement privés, à commencer aussi les propres firmes, je pense que vous connaissez, donc plusieurs types d'investissements comme ça. Et donc c'est vrai qu'au début, une anecdote sympa, j'ai les chaussettes, je sais pas si je peux les montrer, mais ces chaussettes, les gars, je les ai mis spécial pour le podcast, elles m'ont coûté 6 chiffres. Ouais, donc alors, c'est PB, Pierre Barre. Ouais. Alors je vais te raconter un des premiers investissements notamment qui m'a coûté donc ces chaussettes 100 000 balles, enfin 100 000 balles, 6 chiffres on va dire. C'est donc un fonds d'investissement en Turquie. On rentre via nos différents réseaux qu'on avait construits, on nous appelle. Des fonds bien sombres. Des fonds bien sombres, mais attention, je vais expliquer le contexte, tu vas comprendre. Et d'ailleurs, je t'avais pas dit tout à l'heure, mais t'as la gueule d'un des deux cofondateurs. Ah ouais. Merde. Je te jure, mec, je te le montrerai après. Mais je tairai le nom, je tairai tout parce que c'est une histoire qui est toujours en cours en justice. Et les deux sont recherchés par Interpol et c'est du très sérieux. Ouais, vraiment. Mais voilà. Mais c'est pas lui. On arrête le podcast. mais ouais, donc pour revenir, on se fait inviter à Istanbul. Première fois que je vais en Turquie. On arrive dans un bureau qui est en face du fleuve. Je sais pas si c'est Danube, j'espère que j'ai pas de conneries. Mais bref, du coup, on arrive, gros rooftop. Toutes les personnes étaient les plus jeunes, que des personnes de 40-50 ans. On parle un peu, un mec qui vient en jet privé de Monaco. Donc vraiment, on est arrivé dans cette soirée. On nous invite sur un yacht, on nous offre une boîte avec le meilleur tailleur, du coup, qui nous offre des chaussettes à notre taille en soie avec nos initiales. D'où le fait, voilà. Donc cette soirée se passe.
nous, on sort du MLM, on se dit, là, on rentre dans la vraie vie, tu vois. Là, on parle plus avec des leaders de 25 ans. Là, on est avec des darons de 50 ans, des mecs qui viennent de jet privé, de partout dans le monde pour faire ce fonds-là. On nous propose d'investir, etc. Vas-y, go. Moi, j'ai investi de ma poche 30 000 € à cette époque. Par la suite, j'ai investi encore plus, etc. Et en fait, il se trouve que il y avait des rendements, les fameux rendements que tout le monde cherche aujourd'hui, les rendements passifs. Parce que ça a été ma passion, en fait. Quand je me lance dans l'investissement, c'est la passion de tout le monde. Ma passion, c'est rendements passifs. J'étais en mode, je vais tellement les accumuler qu'à la fin, je toucherai 10 000 balles, 20 000 balles par mois sans rien faire. Et c'était mon obsession. Donc, entre les bots de trading, les fonds d'investissement privés, la crypto, j'accumulais tout dans cette vision-là. Et en fait, il se passe que c'était du 10% mensuel. Alors, le truc qu'on voit partout, que ce soit les algos, les fonds privés, c'est souvent ça, 10%, les brokers. C'était raisonnable. Alors, avant, c'était 20. Hein. Ouais. Des fois, ça montait encore plus. Des fois, c'était 25 aussi. Et 10%, et donc, ils ont leur bureau, ils ont des salles ils ont une salle de marché, parce qu'on va visiter les bureaux à Istanbul. Donc, ils ont une salle de marché, ils ont des traders. Et ils ont, en plus, ça faisait partie d'une holding qui avait une dizaine d'autres boîtes, mais avec des magasins, des bijoux sur mesure. Ils travaillaient avec des joueurs du PSG. Donc, en fait, ils avaient un écosystème de fou. Et ce qui se passe, c'est que soit par de la mauvaise gestion, mais je pense beaucoup d'escroqueries aussi à la fin, le fonds s'écroule. Tout le monde perd son argent, ça part en justice, c'est des dossiers qui sont là depuis 3 ans maintenant, et voilà, les 2 fondateurs recherchés par Interpol, certaines têtes de réseau qui sont en prison, et donc j'ai perdu de l'argent dans des fonds privés comme ça aussi, dans certains j'en ai gagné, mais c'est vrai qu'en fait voilà, la leçon c'est tout ce qui est au-dessus de 10% par mois, mais même 10% par mois on se rend pas compte, mais 98% du temps c'est une escroquerie, mais vraiment, que ça soit les bots de trading, que ça soit les fonds d'investissement privé encore plus, peu importe ce qu'on peut te montrer, les preuves, je te dis, je suis allé voir des bureaux, il y avait des 20 ordi avec les traders. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. En fait, c'est compliqué, c'est que on n'arrive plus à savoir le vrai du faux. Ça peut peut-être être vrai, mais en fait, tout peut être bien masqué. Et surtout, je pense que quand tu ouvres quelque chose d'aussi gros, tu attires beaucoup d'argent d'un coup. La personne aussi peut être très malsaine derrière. Et vu que c'est beaucoup d'un coup, elle se dit pourquoi faire du long terme si là, je peux cash out immédiatement je ne sais combien de millions, autant que je me casse quoi, et c'est fini, enfin voilà, c'est totalement ça. Donc ça peut-être être vrai sur certaines choses, il y a forcément des choses qui sont vraies, parce qu'il y a quand même, par exemple en crypto, on peut faire des rendements de 10, 15... Moi qui étais dans la crypto, je te coupe, mais c'est pour ça que j'y ai cru à ce moment-là. Parce que moi, je sais qu'en crypto, on peut faire 100% une journée, ça existe. Et donc des 10% par mois, pour moi, en plus, c'était du trading qui faisait aussi notamment sur le marché crypto. C'est pour ça que j'y croyais en fait à cette époque-là. Tu peux faire, faut pas déconner, tu vois, après 10%, ça commence à être un peu dans le risque, surtout quand c'est assuré. Le problème c'est ça. Assuré. J'allais te le dire, c'est assuré et récurrent. En fait, aujourd'hui, je préfère une personne qui me dise les performances sont entre 1 à 15%. Mais voilà, tu peux autant faire 0 que même peut-être perdre certains mois. En fait, dès que vous avez du 10% ou du 5%, du 15% tous les jours sur des contrats d'une année avec même les fonds assurés, 99,9%, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est très compliqué ou impossible, je suis d'accord avec toi. Et les Turcs sont très forts, il fallait se douter depuis le début aussi. On m'en avait parlé, mais bon, on apprend jamais mieux que par ça. Ils sont très très forts. Les Turcs, ils sont très connus. Nous, on avait un business que j'avais démantelé à l'époque. Quand on crie Geverly, c'est un coup, ils faisaient même partie du même groupe parce qu'ils faisaient des bijoux. Aussi, c'était aussi des Turcs. Il y avait plein de robots de trading aussi là-bas c'est un pôle, la Turquie. Après, on aime beaucoup les Turcs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est un pôle où les arnaques se multiplient et ça grandit assez bien. Et après, le problème, c'est que tu peux pas les poursuivre. C'est assez compliqué. Là, pour le coup, il y a eu cette plainte internationale parce qu'il y a des clients du monde entier. Mais en effet, c'est toujours très compliqué. Et là encore, c'était un fonds privé, donc il y avait ce côté-là. Mais c'est vrai que comme tu parles, alors peut-être qu'en crie, mais il y a eu énormément de boîtes sous forme MLM. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont cette vision du MLM de c'est scam pyramide, parce qu'il y a énormément de MLM qui n'étaient pas vraiment des MLM. C'était juste un système d'affiliation type MLM, mais pour un fonds d'investissement. Et ça, il y a eu tellement de boîtes, la dernière avec Omega Pro notamment, mais il y en a encore aujourd'hui. Et ça, c'est pareil, c'est que des investissements pour moi à éviter, c'est impossible. C'est du vrai pyramidal pour le coup. L'argent qui paraît trop facile, trop accessible, trop rapidement, où tu crois que ta vie va te libérer beaucoup trop vite. En général, il faut juste prendre un peu de recul, réfléchir un peu, se dire c'est peut-être pas si facile que ça. C'est peut-être pas si vrai, quoi. Incroyable. Et du coup, toi, en fait, depuis cette époque-là, donc tu as commencé à te lancer dans les gros investissements, mine de rien, 30 000, plus tu as rajouté, etc. Comment ça s'est passé? Quand ça s'est effondré? Quand tu t'es relevé? Est-ce que tu avais déjà du backup? Est-ce que tu as pu te refaire? Pas du tout entre-temps? Parce que bon, mine de rien, tu commences à te lancer dans ta vie active, tu fais des sous, tu as beaucoup dépensé avant. Là, tu commences à comprendre l'investissement, tu commences à investir, mais c'est vrai que tu te prends quand même une sacrée claque. Voilà.
Comment ça se passe? En fait, j'ai toujours ce côté où, au début, alors, comme on disait, passionné par l'investissement passif, le but c'est vraiment de vivre de ça. Après, je comprends qu'il faut une source de revenus. Et en fait, ça, c'est ce que j'explique à beaucoup de personnes aujourd'hui. Je dis, les gars, arrêtez de vous leurrer et de vous dire que vous allez vivre que de la crypto ou que du trading ou que d'investissement passif parce que, vous allez vous mettre trop de pression, votre vie dépend de ça. Et donc, derrière, c'est comme ça que tu fais les mauvais choix. Et 2, aujourd'hui, pour moi, la vraie solution, c'est d'avoir une source de revenus à cash flow. Donc, que ça soit un boulot. Moi, des fois, je dis même aux gens, écoute, va travailler, prends-toi un petit salaire de 2 000 € par mois, comme ça, t'es stable. Par contre, t'investis tout, mais il te faut toujours une source de cash flow. Donc, moi, pourquoi j'ai toujours, on va dire, pu continuer à avancer dans ma vie? Parce que j'ai toujours eu des business, donc là, c'était CryptoOasis, etc., où j'avais une source récurrente tous les mois de cash flow. Peu importe qu'il vente, il neige, le marché, il est en hausse, en baisse, j'ai mon argent qui rentre. Par contre, cet argent, je le démultiplie sur mes différents investissements. Et moi, c'est ça que je donne comme vision. C'est les investissements, c'est juste un démultiplicateur de l'argent que tu as eu grâce à ton hard work, entre guillemets. Donc, tu as fait 5 000 balles en un mois, tu es intelligent, tu doubles, triples, parce que tu as les bons placements. Et moi, c'est cette vision-là que j'apporte dans l'investissement et pas vouloir dire je vais devenir liberté financière grâce à la crypto uniquement, quoi. Et surtout, moi, ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que on voit tout le monde qui veut commencer l'investissement, même si des fois, ils n'ont pas d'argent. Surtout. Et non, parce qu'en fait, l'investissement, comme tu l'as dit, tu multiplies de l'argent. Mais si tu as 0 et que tu multiplies 0, la tête à Toto. Ça fait 0. Donc, il faut cette base, il faut cette fondation qui est obligatoire en fait, pour investir. Et donc, je pense que ta vision, moi je la partage en tout cas, c'est qu'il faut une source de revenus, peu importe si c'est dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, peu importe, il faut une source de revenus où là, du coup, qui va te permettre de pouvoir déjà en fait, gérer tes dépenses, tes charges. Et le reste, potentiellement l'investir. Et du coup, aujourd'hui, Pierre, quelle est ta philosophie de l'investissement? Quand je dis philosophie de l'investissement, c'est-à-dire quelle est ta vision, quelle importance tu lui donnes? Une personne qui nous écoute, ça lui parle pas trop l'investissement. Comment tu vois l'investissement, toi? Comment je vois l'investissement? Je le vois vraiment comme ce qu'on disait, une manière de démultiplier l'argent que tu as gagné grâce à ton travail. Ton dur travail, mais derrière je le vois aussi comme pour le coup vraiment un potentiel levier vraiment pour devenir libre financièrement, surtout si on parle de l'investissement crypto, parce qu'à la fin du coup je pourrais continuer sur quelques anecdotes, mais tout ça m'a amené donc tous les différents investissements que j'ai fait à me dire en fait pourquoi confier mon argent à quelqu'un qui peut faire des trucs stables ou peu importe ou des belles performances, alors qu'en fait j'ai un marché qui est le marché crypto où si j'investis au bon moment, et à cette époque 2019 etc, il y avait vraiment des vrais timings qu'on a, je l'espère encore aujourd'hui et surtout là actuellement avec le creux de marché qu'on a, mais je me suis dit on peut faire des fois 3 fois 4 fois 5 en gardant l'argent chez moi, juste faut être patient. Et en fait ça m'a emmené à me dire ok, aujourd'hui, mis à part investir dans mes boîtes et sur le marché crypto, j'ai arrêté de confier de l'argent à des gens, tu vois, vraiment plus, et je le ferai plus parce que j'ai compris ce côté-là où investir, c'est mieux de garder son capital, de s'éduquer, quitte à passer par des personnes comme vous, comme moi, qui donnons ces informations parce que c'est toujours la même chose. Le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas le temps qu'on a, ne sont pas en temps plein. Donc, moi, je recommande très souvent pour l'investissement aussi d'aller s'éduquer et d'investir sur soi-même. Et ça, c'est vraiment une logique que j'ai aussi appris dans l'MLM, c'est investir énormément sur soi-même, même pour se former dans l'investissement du coup. Magnifique. Et du coup, je comprends mieux déjà ta philosophie par rapport à ça. Et du coup, suite logique. Donc, ta CryptoOasis, tu as cette grosse philosophie de l'investissement qui se construit. Tu commences à saisir les opportunités à droite, à gauche. Certaines marchent, certaines ne fonctionnent pas. Comment, du coup, tu arrives à pouvoir créer tes propres boîtes? Parce que du coup, tu as créé ta boîte à CryptoOasis avec Evan. Et la transition ensuite. Jusqu'au monde où on en parlait en off. Des startups, où là, tu as eu vraiment un changement, un déclic. En fait, il faut savoir que dans le marketing de réseau, je reviens là, mais tu vas comprendre la logique, tout est basé sur toi. C'est-à-dire que tu es vraiment l'image de ton business, tu es dans ton business. Au début, ça ne me déplaisait pas, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais à fond et je kiffais bien. Pareil, ensuite, CryptoOasis, on était quand même beaucoup basé, on faisait des webinaires, etc., mais toujours personal brand, tu vois, comme la majorité des infopreneurs aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, cette visibilité, je l'ai eu dans le MLM, t'es là, t'es comme une star, mais bon, t'es rien du tout, tu vois, on va pas se mentir. Mais à un moment donné, je me dis, en fait, je veux être tranquille. Bon, j'étais en couple, j'habitais à Bali, j'avais ma petite vie et je voulais être tranquille, vraiment, je voulais plus forcément être devant la scène. Et en plus, je me suis dit, même sur le long terme, j'ai pas envie de tenir cette cadence tout le temps. Et donc, je préfère, au lieu d'être dans mon business, être au-dessus de mon business. Et c'est là où, du coup, j'ai eu une opportunité parce que donc après 4 ans à l'étranger avec ma copine, elle en a marre, elle veut rentrer en France, la belle vie à Bali c'était trop, mais bon, cette blague à part, on rentre à Paris, après 4 ans je suis un peu déstabilisé, j'arrive à Paris, tu vois, tu passes de la villa 3 chambres à l'appart parisien, 50, 60 mètres carrés, sympa, mais voilà, gros choc.
Et en fait, j'ai la chance de tomber donc sur un ami qui me présente un incubateur de startup Web3 qui s'appelait The Outpost. Donc, c'était un hôtel particulier à Paris. Et en fait, c'est là où on va dire toute la transition s'est quand même faite. Donc, on parle de ça il y a 1 an et demi parce que on va dire la période donc on parlait avant avec CryptoAsis, qui était quand même ma boîte, les différents investissements qu'on a pu faire et développer, c'était quand même là à notre compte. Mais c'était, tu vois, comme si ça reposait sur notre visibilité quand même. Là, c'est vraiment l'endroit où je me dis, je crée une boîte. Et donc, je tombe dans cet incubateur. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, mais en fait, tu as vraiment à gauche les investisseurs, enfin les infopreneurs, et de l'autre côté, tu as les start-upers. Et c'est un monde qui est vraiment complètement différent, qui peut se relier à certains endroits, mais où la mentalité et la manière de faire n'a rien à voir. Parce que du coup, dans le monde de la start-up, tu arrives à être en général au-dessus de ton business et ne pas que ton business ne dépende pas de toi, parce que le but, c'est de faire valoir une boîte et derrière de la vendre, quitte des fois à être en déficit un petit peu au début. Alors que dans le business en ligne, tu es plutôt là à vouloir le rêve de tout infopreneur, faire 10 000 euros par mois, partir à Bali et faire la belle vie. Et même, je trouvais, tu vois, en arrivant dans ce milieu de la startup, que c'était beaucoup plus excitant. Les gens d'ailleurs avaient plutôt 30, 40 ans, etc. Et j'ai beaucoup plus accroché à cet univers et j'ai un peu commencé à mettre mes distances avec le monde du business en ligne et mes rêves qui étaient, quand j'ai commencé, je pense comme tout le monde, de faire les 10-15 000 par mois parce que je les ai fait, c'était cool. Mais derrière, en fait, tu es toujours en train de réalimenter ta machine pour maintenir ce truc, alors que derrière tu te dis je peux créer, faire des choses beaucoup plus innovantes et surtout si j'y arrive, c'est une boîte change ta vie, quoi. Quand tu dis business en ligne, tu centralises beaucoup, je pense, au MLM, quoi. Tu fais le focus surtout sur ça. Alors pas Parce vraiment. que le business en ligne, ça concerne aussi le e-com, le dropshipping. Nous, d'ailleurs, l'éducation qu'on fait à travers, c'est aussi un business en ligne, un peu, totalement. Si on peut dire ça. Enfin, c'est même carrément ça. Tu centralises vraiment sur ça parce que tu fais une idée globale business en ligne ou comment tu vois la chose? Et surtout, je te coupe aussi, une deuxième question que tu pourras aussi relier, c'est tu dis c'est deux milieux vraiment différents avec startup, mais c'est quoi vraiment la différence? En fait, qu'est-ce que tu remarques de différent dans une startup? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, moi je vois beaucoup de vidéos, mais j'arrive pas à cerner le truc. Ouais. Moi je pourrais dire que ma boîte c'est une startup, tu vois. Mais pourquoi ça pour nous, on est au milieu. Je vais finir par t'expliquer sur cette logique-là, mais en effet, moi je te dis, j'étais vraiment dans le monde du business en ligne. Alors, j'inclus pas forcément le MLM, même si ça en fait partie de loin, mais je parle de tout ce qui va être e-commerce, tout ce qui va être des agences, SMMA, enfin tous les trucs, agence OnlyFans, tous ces trucs-là. En fait, pour moi, l'infoprenariat aussi, c'est des choses où tu peux faire sans forcément de compétences, d'études. C'est-à-dire que tu arrives, tu peux monter une boîte, parce que bien sûr, il y en a qui ont des boîtes, mais derrière, recruter un setter, un closer, un gars qui va te faire tes mails, etc. T'as pas besoin de formation, tu l'apprends sur le tas et tu peux vite gérer une petite boîte comme ça. Mais la différence avec une startup, c'est que là, on va parler de levée de fonds, on va parler d'aller chercher des VC, etc. On va parler de vrais produits avec de la tech derrière, souvent des développeurs et direct d'équipes plus grosses avec des gens qui doivent être vraiment compétents et qui ont fait des études. Et en fait, c'est vraiment pour moi deux mondes à part parce que tu as le monde des débrouillards. Moi, je m'appelle comme ça et moi, je viens des débrouillards, donc je connais très bien ce milieu-là et j'ai beaucoup testé plein de choses en business en ligne et l'investissement. Et tu as le monde des gens où j'arrive dans la startup, ils ont tous fait des grandes études, etc. C'est des gros cerveaux. Et aujourd'hui, je te le dis, je sens quand même ce gros gap parce qu'aujourd'hui, je me dirige de plus en plus via mes réseaux et les gens que je fréquente et les boîtes que je développe vers ce milieu-là. Et même moi, tu vois, je sens un gap alors que j'étais ultra compétent en business en ligne, je pouvais faire, on va dire, des très bons montants, mais dans la startup, tu sens que quand tu n'as pas fait d'études, il faut te former. Tu vois, aujourd'hui, pour te dire, je fais une parenthèse, mais je prends des études en ligne sur l'IA pour vraiment aller me spécialiser un peu plus dans cette technologie parce que tu peux pas faire de la débrouillardise en startup, tu vois, faut vraiment des compétences. C'est pas que du superflu. C'est ça. Tu peux pas rester sur du superflu et essayer de gérer avec le minimum de connaissances ou, comme tu dis, débrouillardise, c'est un bon terme parce que ça, faut être débrouillard, quoi. Totalement. Tu as besoin de, tu vas bosser avec des ingés. Donc des mecs qui ont fait des études, qui ont un langage qui leur est propre. Exact. En plus, tu fais quelque chose en rapport avec l'IA. Donc tu vas nous en parler, Média IA, donc super intéressant. Moi j'adore, je suis passionné par l'IA aussi. Et c'est vrai que l'IA, c'est bien beau d'en parler facilement. C'est comme le mec qui a parlé de crypto en parlant juste Bitcoin, ETH et 5 minutes. Et on dirait qu'il s'y connaît, il a testé 2-3 fois, il a fait 2-3 achats, mais ça va beaucoup plus loin que ça l'IA. C'est très développé, il y a du technique aussi derrière pour comprendre pourquoi il y a différents modèles de langage, pourquoi lui il est plus performant, etc. Donc c'est vrai que tu as besoin de faire beaucoup plus d'études. Je comprends beaucoup mieux l'approche startup maintenant que tu vois, j'avais pas cette tu m'as fait un rapprochement que j'avais pas sur le côté un peu plus technique, on a besoin d'aller avec des gens qui sont beaucoup plus compétents.
Et surtout, t'es sur un marché réel, vraiment pour finir, parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, je vais généraliser, mais pour moi, le côté business en ligne, je le vois maintenant de mon point de vue où je suis un peu sorti du truc, comme vraiment un milieu qui s'auto-alimente. Parce que quand tu lances une agence OnlyFans, t'as besoin du setter, du closer. Et en fait, c'est un peu tout un monde à part où tout, tu vois, tout est auto-alimenté. Alors que la startup, tu vas vraiment travailler des fois avec des vraies entités du marché, etc. Et c'est vraiment, t'es dans le monde réel. Tu vois, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des dérives du business en ligne où en fait, t'es coach de ci, de ça. Et en fait, tu vois, t'es vraiment dans ce milieu-là qui s'auto-alimente et tu vas pas, je dis pas que t'apportes rien, bien sûr que non, mais c'est un groupe de personnes qui vivent ça. C'est très bien. Maintenant, tu vois, voilà, pour revenir sur mon choix de venir sur la startup, c'est que je voulais vraiment faire de l'apport. Tu vois, j'ai toujours été dans cette optique d'apporter, d'éduquer. Et c'est vrai que, tu vois, je sais comment faire de la fee trading. Vraiment, je clôture ça. Mais bon, tous les gens qui font de la fee, et il faut comprendre que sur les groupes Telegram, tu seras perdant parce qu'il faut qu'ils aient des ratios de dépenses de 2 pour 1. Ça, j'ai des potes qui font littéralement des millions avec ça. Je sais parfaitement comment faire le business model. Je l'ai jamais fait parce que, tu niques des gens, et 2, surtout, quelle valeur tu apportes, tu vois. Donc moi, ce côté startup, j'ai kiffé, je dis école crypto, je peux apporter de la valeur sur le marché, journalia, média, je peux éduquer des masses aussi, et donc c'est aussi la question de, est-ce que tu choisis le shortcut dans le business en ligne, soit l'agence OnlyFans, etc., où littéralement t'es malin, hein, t'as des gens très malins, et il y a des gens bêtes et méchants, ils appuient sur un bouton, ils ont trouvé, ils continuent à appuyer, ils sont devenus millionnaires, je les connais. Et des gens qui sont très intelligents, qui ont beaucoup plus de compétences, mais qui vont choisir de faire quelque chose qui leur fait sens, tu vois, où ils sont bien aussi dans leur projet. Et je pense que ça, moi, ça a été vraiment mon challenge, et à la fin, j'ai fait mon choix, quitte à faire de l'argent moins vite, mais au moins, je sais que je suis passionné par ce que je fais, j'ai des projets que je suis content le matin de travailler dessus, et j'apporte surtout dans ce projet-là, quoi. Trop bien. Tu as parlé d'IA, justement, on a évoqué le sujet. Moi, j'aimerais partir sur cet aspect-là un peu. Et que tu me. Dis-moi en plus. Déjà, comment tu découvres l'IA? Pourquoi ça te pique? Pourquoi ça te parle? Pourquoi ça t'excite? Et c'est quoi tes projets par rapport à ça aujourd'hui? Alors, moi, je m'en suis jamais caché. J'ai toujours été passionné de technologie future. C'est-à-dire que depuis le début, même, tu vois, que je découvre la blockchain, j'adore. Et tout ce qui était métaverse, ça, moi, j'ai toujours dit aux gens, vous allez voir, ça va arriver bien plus vite que vous croyez. Et j'ai toujours eu ce discours-là. Par contre, ça, je l'ai toujours assumé, je le dis ouvertement, compétences techniques dans la tech, zéro, voilà, par rapport à un dev, etc. Bien sûr qu'après 5 ans dans le monde du Web3, je sais de quoi je parle, etc. Mais voilà, compétences techniques, c'est pour ça que, comme je fais des formations sur l'IA actuellement, pour vraiment, j'ai compris qu'il fallait quand même que je pousse, mais j'ai une très bonne vision globale du marché. Mais donc l'IA, ce qui se passe, pour donner un petit peu une anecdote, j'avais toujours ma boîte crypto, je lançais École Crypto, et à un moment donné, je regarde un peu le marché. Je vois qu'il y a des gens qui parlent d'IA, mais en personal brand, justement, et je vois qu'il n'y a pas de médias réellement qui parlent d'IA. Et donc là, je vois un trou sur le marché, je dis, il n'y a pas de média officiel IA, tu as un truc qui est actu, mais c'est en mode B2B, tu vois, à fond, ça parle pas au grand public. Et donc, je me dis, nickel, je lance ma boîte qui s'appelait IA France au tout début. Et en fait, parce que je sais que vous avez parlé aussi d'investissement sur soi-même, développement un peu aussi parce qu'on parle à des gens qui des fois se lancent. Et j'ai toujours eu ce côté-là où j'ai toujours investi sur moi-même dans des formations, mais aussi dans de l'événementiel, c'est-à-dire payer pour des conférences. Et donc là, c'était un event de Tyler Chiche. Alors, ça faisait 2 ans que j'avais plus payé d'événements, et j'étais là en mode, j'ai déjà mon réseau, et j'avais vraiment un gros réseau que j'avais commencé à me faire à Paris, etc. Et même dans le monde entier après ces 4 ans de voyage. Et je me dis, allez, tu sais quoi, on sait jamais tout, il y a toujours des nouvelles opportunités, 1000 balles. Hein. Je paye 1000 balles pour. Ouais, Tyler Chiche. Mais donc voilà, j'y vais sans vraiment, je sais très bien que ça va être du global, tu vois. Je sais très bien que je vais rien apprendre, mais j'y vais parce que je sais que s'il y a des personnes qui payent 1000 balles, c'est qu'ils ont de la dalle et qu'il y a des mecs intéressants. C'est ça, et exactement, c'est ce que je me rends compte. Et j'arrive à cet event-là. J'avais lancé mon petit projet IA France, le petit média, je vendais des prompts, c'est tout début, il y a peut-être 1 an et demi, au début de ChatGPT, prompts, etc. Et donc là, je tombe sur un gars, un influenceur, qui a plusieurs millions d'abonnés, et on parle, il s'avère qu'il a une page, que lui, il parle d'IA aussi avec ses associés, et donc là, en une journée, en fait, je lui parle de la vision de mon média, que moi, justement, je veux un média mass market, où il n'y a pas forcément de personnes qui représentent le média, encore une fois, pour que ce soit un média de masse. Et il adore la vision, on se serre la main, 2 mois après on a monté la boîte en France et on lance du coup le journal IA où là actuellement donc c'est vraiment avec les 109 milliards qui sont arrivés dernièrement pour que Macron a décidé enfin d'investir pour justement les boîtes IA françaises, on a énormément de pain sur la planche, on a beaucoup de sociétés avec qui on est en contact pour mettre justement en avant ces boîtes-là et donc vraiment être le média de référence français qui démocratise cette technologie qui des fois on ne comprend pas forcément tout l'enjeu autour au grand public.
Magnifique. Moi, je pense que Kevin résonne bien en tout cas avec ça. Parce que l'IA, c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant au quotidien, déjà nous perso, dans notre vie perso, mais aussi dans notre entreprise. Je pense que toutes les personnes qui bossent au sein de Smart Investment utilisent l'IA au quotidien, dans tous les aspects, vraiment dans tous les aspects, que ce soit dans le dev, le marketing, la communication, la vente, dans tout. Donc nous, ça nous résonne fortement, nous. Donc aujourd'hui, quel est le plan pour Journal IA? Parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de ça et tu as une vision très spécifique, très précise de la levée de fonds et de toutes ces actions que tu fais pour lancer une startup. Aujourd'hui, quel est ton plan avec Journal IA? Sur le plan plutôt financier, on va dire. Ouais. Alors, Journalia, ce qui est bien, c'est qu'on est structuré en France, et c'est là où, encore une fois, on parle de différence entre business en ligne et startup. Là, du coup, on va aller chercher des fonds vers la BPI, notamment. On va aller chercher, il y a des organismes exprès pour les médias français, pour la diversité des médias français. Donc, en fait, il y a énormément d'organismes où on peut aller chercher de la subvention. Donc là, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire actuellement, de monter des dossiers pour montrer qu'on peut se positionner, pour mettre en avant les boîtes françaises, donner du rayonnement à la France sur l'IA, et donc lever, c'est même pas de la dette, parce qu'au final, c'est un peu de l'argent gratuit, sachant qu'on peut donner pour des frais marketing et de matériel. Donc, tu vois, c'est pour un média, justement, je te coupe, mais comment ça marche, justement, ces 109 millions que Macron va investir? Comment ça marche pour une boîte comme ça qui est dans l'IA, qui aimerait justement utiliser ces fonds? Comment on se positionne? Comment on fait? Je sais que les subventions, notamment de la BPI, par exemple, en fait, ces 109 milliards, ils ont été injectés dans plein d'organismes différents. C'est pas un organisme qui centralise tout. Mais par exemple, pour la BPI, notamment, ils permettent de financer ton matériel. Par exemple, là, tu crées une salle de studio pour un média. Je leur fais, ça me coûte 20 000, j'ai besoin de 20 000. Et aussi le marketing. Donc voilà, donc faut savoir que sur ces deux phases-là, la BPI peut donner de l'argent, que j'appelle un petit peu de l'argent gratuit, quoi. Donc là, c'est vraiment l'objectif avec le Journal IA, d'aller chercher ce financement-là et derrière de pouvoir vraiment devenir un média influent, sachant qu'actuellement, on a déjà plus de 200 000 abonnés sur les différentes plateformes, plus du coup mon associé qui a 3 millions d'abonnés. Donc on a déjà une certaine traction, on a une vraie équipe derrière aussi, avec des personnes qui montent des très gros médias, qui ont déjà monté des médias. Donc l'équipe est solide. On a déjà une base au niveau de nos réseaux sociaux et maintenant ça va être vraiment l'idée d'aller chercher ces sociétés-là qui font la différence en France pour les mettre en avant et démocratiser cette tech au grand public. Au niveau de la BPI, quand tu dis on peut prendre de l'argent comme 20 000, etc., de l'argent gratuit, c'est vraiment gratuit? Est-ce que c'est de l'argent qu'il faut re-rendre à un certain moment? Est-ce qu'il y a des intérêts dessus? Ou c'est des donations qu'ils font pour favoriser l'écosystème? Comment ça se passe exactement? Alors, je ne suis pas expert, donc je ne pourrais pas t'en parler vraiment dans les détails. Moi, je sais que dans mon cas, c'est pas de la dette, mais en effet, de la BPI fait aussi de la dette. C'est-à-dire que la BPI, des fois, peut faire de la dette, ou quand on fait lever des fonds, tu as la levée de la dette, on appelle ça lever des fonds, mais c'est vraiment, on te fait un prêt et tu dois le rendre avec des intérêts. Donc, c'est bien, ça a des avantages quand tu veux pas diluer ta boîte. Par exemple, quand tu es au début, quand tu lances une boîte, faut faire très attention aux parts que tu donnes, parce qu'en fait, tes parts au début de ta boîte, 10%, ça vaut que dalle, mais peut-être un an après, les 10%, ça vaut des centaines de milliers, si ce n'est des millions. Donc au début, c'est vrai que quand tu lances une boîte, c'est bien de faire de la dette potentiellement pour pas diluer et ensuite d'aller lever en equity et d'aller du coup donner des pourcentages aux bonnes personnes, mais une fois que ta boîte est à un niveau plus avancé. Donc voilà, mais c'est le but là avec la BPI, déjà d'avoir la base pour vraiment pouvoir avoir nos studios aussi et pouvoir prendre une ampleur plus grosse pour derrière potentiellement diluer avec peut-être se faire racheter par notre groupe de médias à voir par la suite. Mais au début, la vision que tu as un peu, c'est vraiment développer ce média et de le vendre par la suite. Tu as quand même cette tu prépares aussi entre guillemets déjà l'exit de ce business. C'est un truc auquel tu penses ou tu le vois sur du long terme? Comment tu t'envisages cet investissement finalement que tu vas faire? Ouais, j'ai toujours une vision long terme surtout, mais notamment via l'investissement. Et en fait, je me rends compte ces dernières années que tu vois, les gens qui te parlent sur 3 ans, 5 ans, c'est bien de se projeter, mais quand on a des boîtes, en fait, ça peut aller très vite. Donc en fait, tout dépend de l'opportunité. Si demain il y a un vrai boom, que mon média il prend énormément d'influence, qu'il y a un exit à faire, pourquoi pas? Parce qu'en fait, le but du média aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément un business à cash flow, comme on va l'entendre, mais c'est un business où tu vas prendre de l'influence. T'as quand même des kits médias, t'as quand même du cash flow qui peut rentrer parce que ce que tu mets en avant sur ton média. On va dire c'est plutôt pour faire de l'influence, du réseau, se connecter avec les grosses entités françaises dans l'IA et derrière, en fait, me permettre de prendre en compétence en réseau pour lancer un vrai business derrière, une vraie startup potentiellement dans l'IA. C'est un peu mon idée, mais dans le rythme, step by step, je m'y connais pas. Donc d'abord, j'ai le média, je me forme, j'agglomère tout ce qu'il faut. Et le next step, ça sera sûrement ça, peut-être dans 3, 4, 5 ans, on verra, quoi. Incroyable, trop bien. Écoute, on va te voir au sommet du coup dans l'IA avec une révolution, une invention de dingue, je pense, bientôt. Ouais, le savant fou peut-être, mais ouais, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en effet, les médias, on n'en passe pas souvent, mais c'est avoir de l'influence, de tout ça, c'est aussi une partie dans le monde des startups et du vrai business qui est très important aussi, quoi. On a qui en France, à part Mistral, comme ça, que tu peux nous citer en référence IA? Est-ce qu'il y a des boîtes un peu que tu as repérées qui sont vraiment
peut-être des futurs leaders dans le monde de l'IA chez nous et surtout sur lesquels on pourrait peut-être potentiellement investir aussi, enfin qui ont un avenir potentiel, parce que Mistral, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, en termes de chatbot, c'est vrai que c'est Mistral, même Macron qui le met en avant. Maintenant, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de sociétés françaises, mais qui ne vont pas forcément bosser en France. Par exemple, je te donne un cas concret. J'avais été invité avec le média à l'ambassade des Émirats Arabes Unis, parce qu'ils investissaient notamment 100 milliards aussi. Et il y avait certains liens avec la France notamment. Et donc, il y avait des boîtes françaises, mais en fait, ce n'est pas forcément des boîtes très connues, mais qui allaient, par exemple, eux, faire du traitement de données vidéo. Et ils travaillaient avec des McDo déjà aux États-Unis. Donc, c'est une boîte française qui est implantée en France, mais ils font du traitement d'images pour les McDo aux États-Unis. Et par exemple, le cas, c'était d'analyser les types de personnes qui venaient, à quelle heure, et pour segmenter vraiment en fait tous les clients qui viennent. Donc, ils travaillent aussi avec Decathlon en France, notamment. Donc, il y avait forcément des clients français. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'IA, on pense directement au chatbot. Mais en fait, l'IA, il faut savoir que ça s'applique vraiment dans tous les secteurs. Pour donner un exemple, j'étais au salon Big Data IA. Tu as des boîtes qui littéralement vont mettre de l'IA dans des centres de recyclage de déchets. On n'y pense pas, mais pour en gros diminuer, je crois, le pourcentage des déchets qui sont mal triés. Et donc en fait, l'IA, vraiment dans tous les secteurs, tu peux l'appliquer. Donc il y a énormément de petites boîtes. Maintenant, la France, pour moi, c'est là où je te dis, dans les 2-3 prochaines années, heureusement qu'il y a eu cet investissement et que Macron se met dans la course, parce que juste ce cas-là, on va pas se mentir, on était quand même en retard par rapport aux US et aux autres continents, quoi. Ok, incroyable, trop bien. C'est vraiment intéressant. Moi, l'IA, c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'est un milieu, pour moi, c'est l'avenir, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, on peut même pas... C'est comme les cryptos, tu vois. J'ai eu une révélation quand j'ai découvert ça aussi et que on a commencé à en parler. C'était une évidence, comme le métavers aussi, tu vois. J'ai la même... je pense la même chose que toi, justement, par rapport à ça. J'arrive pas à voir le monde sans ça dans... X années. Je voudrais dire que ce soit bien ou pas bien, que tu sois d'accord ou pas, ça va se passer. Moi, c'est la logique que j'ai. Donc, autant se mettre du côté de j'apprends à utiliser ces techs, malgré le fait que moi, je sais qu'il y a des choses où, je sais pas que je suis pas d'accord, mais je sais que ça va pas forcément apporter que du bien. Mais ça va aussi apporter des choses incroyables. Mais dans tous les cas, ça va arriver. Dans tous les cas, il n'y a rien qui est 100% bien. En fait, chaque truc qui est créé, inventé, apporte du bon et du mauvais. On voit toujours le mauvais parce que c'est facile, ça diabolise, c'est trop simple de diaboliser les choses. On voit rarement les bons côtés, mais voilà, les trucs comme métavers, l'IA, les cryptos, la blockchain. Pareil, la blockchain, tu parles d'IA justement, et la blockchain, c'est grâce à ça que les cryptos existent. C'est une technologie aussi qui révolutionne beaucoup aussi les entreprises. Justement, Antoine a travaillé donc chez Volvo où il mettait en place des systèmes qui sont basés sur la blockchain pour faciliter en fait le travail au quotidien. Totalement. Et d'ailleurs, l'IA et la blockchain font très bon ménage aussi. On a pas mal de projets crypto là-dedans, comme BitTensor qui est en train de révolutionner le marché. Tu as Fed, on a plein d'autres aussi qui sont qui sont énormes. C'est le monde de demain. C'est sûr qu'il faut s'y mettre. Est-ce que vraiment investir son temps dans ça aujourd'hui, c'est quelque chose que tu recommandes ? Se former, se mettre à la page est-ce que tu penses que ceux qui le font comme toi aujourd'hui vont avoir une avance considérable sur 99% des êtres humains ou est-ce qu'on a le temps encore de réfléchir et de prendre le temps de se former, quoi ? Alors, je te réponds par moi-même qui suis chef d'entreprise et qui mets 2 boîtes. Je prends le temps, même moi, alors que j'ai un gros planning, t'imagines bien, à me former vraiment comme un étudiant. Genre, ça s'appelle Coursera, 50 balles par mois. T'as des universités comme Harvard, t'as Apple, t'as Google, t'as Nvidia, t'as toutes les IBM qui font des cours, mais des vrais cours d'université, tu vois, t'as des trucs de Minnesota. Bref, t'as les meilleures formations du monde sur tous les secteurs, dont l'IA. Donc, moi-même, tu vois, je me forme parce que, bien sûr, pour moi, ceux qui n'utilisent pas l'IA, peu importe le secteur, que tu sois monteur vidéo, tout, ça touche à tout. Tu vas juste te faire dépasser par ceux qui l'utilisent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que tu sois d'accord ou pas, malheureusement, fais-le, parce que ceux qui vont le faire, ils vont te court-circuiter, prendre ton marché, être plus productif pour moins cher, sur tous les domaines. Donc oui, en effet, moi je recommande forcément de se former. Après, c'est vrai que c'est ce que j'ai choisi pour moi, je sais que c'est ma vision des choses, mais dans le business, tu as l'immobilier, tu as le dropshipping, tu as tellement de business en ligne ou pas qui sont là depuis 10-100 ans et qui seront là dans 10-100 ans. Moi, je pense beaucoup aussi en révolution et pour moi, on se rend pas compte, et c'est là où je te dis que voilà, je me dis un peu visionnaire et j'ai toujours été passionné de tech, c'est que pour moi, je pense que les gens se rendent pas compte de la période dans laquelle on vit actuellement. Je pense littéralement que là, depuis 2022, depuis l'IA, parce que l'IA, pour moi, je fais quand même différence entre l'IA et blockchain. Blockchain, c'est
très innovant et c'est une révolution technologique énorme, mais ça n'impacte pas le monde à l'échelle humaine du mass market comme l'IA l'a fait. L'IA aujourd'hui, en beaucoup moins de temps que la blockchain depuis 10 ans, a direct conquis le mass market et impacte littéralement les gens au quotidien. Donc je fais vraiment une différence là-dedans. Mais donc voilà, pour moi, quand tu lances un business, c'est sûr que tu as quand même plus de chances. Tu te lances dans une nouvelle tech, l'IA, la blockchain, c'est au-delà d'être trend, c'est la révolution technologique pour moi, comme Internet dans les années 2000. Pour moi, c'est sur un niveau équivalent, si ce n'est plus, l'IA. Pour moi, je le vois comme ça va faire des bouleversements dont les gens ne sont pas prêts en fait, à voir. Et donc pour moi, bien sûr, c'est un timing à saisir dans ces prochaines années que de lancer un business lié à la blockchain ou l'intelligence artificielle. Et parenthèse pour finir, pas besoin d'être un expert. La preuve, moi, j'étais pas du tout un expert en IA, juste passionné par la tech. J'aimais bien la vision, je comprenais que ça allait impacter le monde. Boum, je vois un trou de marché, un média. T'as pas besoin d'être un expert, tu recrutes des gens qui sont bons par contre. Et donc, il y a plein d'idées que tu peux faire pour lancer des business autour de ça sans forcément t'y connaître. Juste être malin et voir le marché, quoi. En tout cas, c'est un marché qui est en pleine expansion et du coup, t'as le pied dedans. Donc, hâte de voir la suite. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure là, d'investissement en Web3, de crypto-monnaie, ce genre de choses. La vision aujourd'hui qu'on essaie de prôner nous trois à travers cet investissement-là, c'est voilà, la construction du patrimoine au-delà de la spéculation et de vite exploser, devenir milliardaire demain. C'est vraiment construire un patrimoine sur le long terme. Mais cet aspect justement spéculation et argent rapide, il est présent un peu partout. Et on parlait tout à l'heure d'une des expériences en off aux États-Unis où tu as rencontré justement des personnes qui étaient vraiment à fond là-dedans, des gènes, on appelle ça des gènes. Est-ce que tu peux me parler un peu justement déjà de toi, ton rapport avec les États-Unis et les expériences un peu que tu as vécues là-bas, des anecdotes justement avec ce côté un peu plus spéculation? C'est vrai que la crypto, c'est un monde qui rend fou. Je lis toujours des articles sur des histoires de fous, de gens qui sont devenus millionnaires et qui sont devenus dépressifs parce qu'ils ont tout perdu. Moi-même, tu vois, genre, avant ces anecdotes, à l'étranger, je dépensais beaucoup de crypto parce que moi, tout monté et j'ai eu l'Ethereum à $100, etc. Et aujourd'hui, je te dis, je regrette pas parce que j'ai vécu des expériences, j'ai pu faire du réseau que je n'aurais pas fait sinon, mais je pense que j'aurais quand même dû avoir un peu plus d'arbitrage dans ma gestion parce que j'ai vendu des cryptos à des prix qui sont aujourd'hui 10 fois inférieurs et j'aurais pu vraiment faire beaucoup plus, on va dire ça comme ça. Donc ouais, pour revenir sur les États-Unis, c'est vrai que j'ai pas mal voyagé là-bas et rencontré surtout l'écosystème des gènes parce qu'on avait des gènes en France, mais les vrais des gènes, les gars, ils sont aux US. Donc j'arrive cet été, je pars voir un ami qui fait un reportage en fait sur les NFT. Donc il a commencé en 2021 avec les plus grosses collections, les Bored, enfin tout. Et là il y avait donc Beeple qui est un des plus gros artistes qui a vendu une œuvre, si je dis pas de bêtises, 69 millions. Donc la fameuse œuvre, c'est un gars qui fait des œuvres une par jour. Et donc en NFT notamment. Et donc on va là-bas, il est ultra dur à choper, mais il organise un event qui s'appelle PP Fest. Et dans ce PP Fest, du coup, il est là et il y a une soirée privée. On arrive via toujours la même chose, le réseau, l'énergie qu'on dégage, les compétences que j'ai acquis dans le MLM de tchatcher un petit peu partout, à rentrer dans cette soirée privée. On finit avec vraiment le petit groupe d'organisateurs, dont Beeple. On arrive à booker une interview avec eux et donc je me retrouve au milieu des vrais dégènes. Alors c'est des gars, pour te dire, ils ressemblent à rien. Mais on arrive dans une voiture, c'est même Beeple d'ailleurs, c'est connu, je sais plus ce qu'il a, mais il a une vieille voiture, genre vraiment dégueulasse, juste avec une plaque avec écrit Beeple. Mais le gars, il est multimillionnaire, tu vois. Et là-bas, c'est vraiment la mentale des jeunes, ils ont des voitures dégueulasses, taguées partout dedans. Il y a des McDo, des trucs comme ça. Par contre, ils ont des mallettes ultra sécurisées où ils te sortent, que ce soit des ledgers, des ordis, ils te lancent un mème en littéralement 50 secondes. Ça veut dire qu'ils savent, je sais plus, je crois que c'était 45 ou 50, mais ils savent le temps qu'il leur faut pour lancer un meme coin. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un monde à part. Et dans la crypto, pour en revenir là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce phénomène des meme coins qui a un petit peu peut-être aussi cassé la tendance qu'on attendait tous sur les alts, parce que l'argent s'est redirigé, l'argent des retail s'est redirigé là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un milieu où on prône l'argent facile, on prône la richesse rapide. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça arrive pour 1% des gens. Et les vrais gagnants là-dedans sont ceux qui lancent ces mêmes coins, qu'on n'aille pas se mentir. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien ce que vous faites, de déjà rediriger les gens vers la crypto. Mais moi j'ai toujours prôné le spot, l'investissement plutôt long terme sur des projets qui ont du sens. Mais aussi du coup, vous, ce que vous avez dans votre app et que j'aime beaucoup, c'est la partie aussi où vous leur donnez d'autres opportunités, que ce soit de la bourse, etc. et d'aller se diversifier. Ce que je trouve pertinent par rapport à la majorité des personnes, même si c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, il y a des fois, dans ma vision des choses, des timings où il faut se focus. Moi, j'ai des amis qui sont dans la bourse. Là, il y a le marché crypto qui va s'envoler. Ils vendent littéralement 80% de leurs actions et ça se pose en crypto. Un an après, ils ont fait leur x5. Ils remettent le x5 en bourse. Et pour moi, il y a aussi, mais ça, il faut être plus expérimenté. C'est ça que vous, pour un mass market, c'est très bien de commencer à diversifier.
Mais voilà, bravo les gars, c'est top. Et du coup, Beeple, comment il était tu vois, c'est un gars qui est comment? Est-ce qu'il est vraiment, tu vois, unique dans son genre? Et comment s'est passé un peu l'interview? Je sais que je me rappelle que tu m'en avais parlé, que vous êtes baladé tout au long de l'œuvre pendant l'interview. Comment ça s'est passé? L'œuvre a 69 millions, du coup on a commencé du début de la fresque jusqu'à la fin. L'interview, c'est un gars, désolé du mot, mais il s'en bat les couilles, quoi. Il est simple, il est lui-même. C'est vraiment comme ça. Et même aux US, tu vois, en France, on a fait des events crypto, dont à The Hot Post. Voilà, on était à Paris, c'était un peu l'épicentre aussi parisien, où il y avait beaucoup d'événements qui s'organisaient. Et les gens, ils ont souvent tendance à se la péter. Voilà, ouais, moi je suis CEO de tel truc, de tel projet. Et en fait, aux US, vraiment, c'est des mecs qui pèsent, mais tu m'aides même pas. Mais ils sont soit des jeunes, soit ils sont dans leur délire. Et c'est vrai que c'est une mentalité beaucoup plus. Je m'en souviens, pour parler un petit peu de la mentalité, on peut rebondir là-dessus, mais américaine, française, que j'adore aux US. Je te donne un cas concret. C'était à The Hot Post. Donc c'est Michael, donc mon ami aux US, que je suis allé voir, qui m'envoie cette femme-là qui travaille dans un gros fonds privé crypto aux US. Elle arrive à Paris. Je l'invite à mes bureaux pour le rendez-vous. Et là, je la connais de nulle part, c'est juste une mise en relation. Elle arrive, elle me dit, écoute Pierre, j'ai mon patron, mais on parle d'un fonds d'investissement qui gère peut-être presque 1 milliard, tu vois, donc c'est vraiment une grosse boîte avec voilà, le bon gros américain. Donc elle me passe le patron en visio FaceTime direct au bout de 2 minutes de conversation. Je me retrouve et je dis bonjour, hello et tout. Il fait hello Pierre, today you're going to make big business with my partner. Et il commence comme ça. Et genre mec, j'étais là en mode... putain, mais c'est ça que j'aime, tu vois. Alors, ok, peut-être que c'est un peu faux cul, peut-être qu'il dit ça à tout le monde, mais derrière, t'arrives dans le rendez-vous, t'es pas comme les Français à bonjour le petit et parler chinois. Tu sais déjà, t'as la mentale du gros business, de chercher l'opportunité, et c'est vrai que cette mentale-là, je l'adore aux États-Unis. Ouais. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, même en Asie, etc., mais c'est vraiment propre aux États-Unis, mais c'est vrai que la France, on a un petit problème quand même. Et justement, d'où vient ce problème, c'est un grand mot, mais d'où vient ce manque de tact au business, on va dire, en France? Toi qui as quand même pas mal voyagé, tu es allé dans beaucoup de pays différents, tu as vécu dans différents pays, tu as beaucoup côtoyé l'Amérique, même depuis très jeune, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi déjà les grosses différences que tu vois entre la mentalité française et autres? Et qu'est-ce que tu pourrais potentiellement reprocher, c'est un grand mot encore une fois, à la France? Comment nous, Français, en fait, on pourrait se développer pour s'ouvrir à ça? En fait, tu vois, pour le milieu business en ligne, la France, c'est clairement pas l'endroit. Tu vois, je vais te dire la vérité. D'ailleurs, on le voit, tous les gens qui font des business en ligne, peu importe lequel, dès qu'ils font 5-10 000, comme moi le premier, on se casse. Pour la startup, par contre, c'est intéressant. Et en fait, la France, ça reste quand même l'Europe, c'est très conservateur. C'est beaucoup de familles, de la old money notamment, des gens qui ont l'influence depuis longtemps. Et pour rentrer dans ces cercles-là, c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance à Paris de rencontrer une bonne connexion qui m'a permis d'intégrer ces réseaux-là. Et c'est pour ça que je suis resté 1 an et demi à Paris et que j'ai adoré mon aventure là-bas. Mais pour la majorité des gens, c'est littéralement impossible d'accéder à ce genre de réseau, et donc en fait tu te fais vite étouffer avant même que ton projet il ait pu se lancer. Donc il y a des avantages pour moi en France, c'est l'immobilier, voilà, la dette, si tu as un salaire, si tu fais de l'immo, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Pour les startups, comme on dit, dans certains secteurs tu as des aides, tu as du financement, donc selon les secteurs ça peut être aussi intéressant. Mais c'est vrai que la mentalité française est très conservatrice, c'est beaucoup plus dur de faire du réseau et les gens sont moins ouverts, partagent moins que ce soit leurs chiffres, te partagent moins leur stratégie, ils veulent tout garder, tu vois. Et j'arrive en Suisse là et je me rends compte qu'en Suisse c'est encore un niveau au-dessus de la France. C'est vrai que les Suisses ils disent ouais, la France c'est trop bien, on est ouvert au business, nous ici on est quoi? Je dis comment ça, en France on est fermé? En fait il y a des niveaux comme ça, donc l'Europe en général. Tu vois, je suis d'accord avec toi, c'est marrant qu'on en parle, c'est que j'ai toujours vu la Suisse comme beaucoup d'argent, ils parlent de ça, ils sont très à l'aise, mais en fait non. Et récemment, j'ai écouté un podcast de Luc Bellemare qui a fait un podcast avec un Français, mais qui est sur le marché américain, mais il est suisse de base. Et il racontait que la Suisse est pire que la France encore. Les gens ne parlent pas d'argent, quoi. C'est encore plus tabou sur différents trucs. Il y a peu d'acteurs sur le marché. Donc alors ils ont le second palier, le troisième palier, mais ça va pas trop plus loin que ça, quoi. Et c'était marrant parce que c'est vrai que moi, étant franco-suisse, j'ai vécu toujours sur le côté français, double nationalité. J'ai toujours pensé que la Suisse, justement, était beaucoup plus ouverte à ces choses-là, par l'aspect économie, financier, on parle en plus de ça en Suisse qu'en France. Mais en fait, pas tant. Et d'ailleurs, justement, tu es récemment à Genève, là, en ce moment. Tu es en train de faire plein de choses, plein de beaux projets à Genève. Qu'est-ce que tu remarques sur la mentalité genevoise? Aussi, tu as un très bon collègue à toi que j'ai pu rencontrer, Arnaud, qui est énormément présent sur cette partie du globe. Comment ça se passe le business à Genève et le développement d'entreprises, de start-up à Genève, au-delà de la France? L'écosystème suisse, je le trouve très, très intéressant.
il y a des bonnes entités comme Swissborg notamment. T'as certains cantons qui sont ultra intéressants pour la crypto niveau fiscalité, donc t'as beaucoup de boîtes qui s'installent là-bas. Donc c'est quand même très serré le marché de Genève. J'ai l'impression, tu vois, j'ai fait quelques events, les principaux à Genève, et il y a toujours les mêmes personnes, tu vois. Donc c'est ça où on dit que c'est encore plus fermé parce que c'est limite la guerre un peu, j'ai l'impression des fois entre eux. Ils se marchent dessus alors que ils sont pas beaucoup, mais il y en a tellement peu qu'en fait tout le monde se connaît, donc ça crée vite j'ai l'impression certaines concurrences qui n'ont même pas à être là pour le coup parce que le marché est grand. Mais bon, je viens d'arriver honnêtement, donc je suis pas le meilleur pour parler de la Suisse, mais en tout cas j'aime beaucoup quand même le pays. Les gens sont bien, on le sent, et dans le côté business on sent que c'est plus qualitatif par exemple que la France. Tu vois, la France à Paris, tu vas tomber sur des escrocs, des menteurs, de tout. Ici tu sens déjà que les gens, je dis pas qu'il n'y a pas d'escroquerie, mais les gens sont déjà plus en place et plus sérieux, quoi, plus qualitatif on va dire. D'ailleurs, tu as bientôt un événement. Là, aujourd'hui, on tourne le podcast. Tu as bientôt un événement sur Genève par rapport à la crypto. Est-ce que déjà, tu peux nous en dire plus? Peut-être que le jour où sortira ce podcast, ça sera peut-être déjà passé. Est-ce que c'est bientôt en plus, c'est ça? Ouais, c'est dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises. C'est un événement que Arnaud gère, donc ça s'appelle GEC, donc Geneva Event Crypto, enfin où Arnaud intervient, pardon. Et donc on va parler du lien entre la blockchain et l'IA, mais face du coup à pas mal de politiques à Genève, parce que c'est un pôle Genève où il y a beaucoup de potentiel, qui est je pense, estimé. Il y a beaucoup de startups, et donc il y a besoin que les choses bougent un petit peu pour que ça puisse se développer encore plus vite que ça ne se développe déjà, quoi. Est-ce que tu penses qu'en Suisse, la crypto, c'est quelque chose qui va être vraiment très utilisé, ça va devenir un peu la monnaie du quotidien? Ou est-ce qu'on est encore loin de ça? Je lisais un truc ce matin, je pense pas, parce qu'ils ont refusé les réserves fédérales. La Banque de Suisse a refusé. J'ai lu ça ce matin là en venant justement. J'étais sûr que j'essaie de voir quelques petites actus. Là où les États-Unis viennent d'accepter, là la Suisse, ils ont dit non, pas de crypto pour les réserves de la Banque fédérale. C'est vrai qu'en plus qu'on était à Genève il y a pas longtemps, et ils étaient en train de signer la pétition, c'était par rapport à ça. On a rencontré un gars dans la rue, un Suisse, un gars de Genève qui nous a dit justement qu'ils étaient en train de signer une pétition pour justement voter, que ce soit favorable, etc., pour que la loi puisse être étudiée. Enfin, comment il fonctionne le système, il faut une pétition, le peuple, si tout le monde vote favorable quelque chose, en fait ça passe devant un comité où la loi va être potentiellement passée ou pas. Donc tu viens de dire qu'elle a été refusée, je suis déçu. Ouais, c'est comme ça, mais bon, après la Suisse c'est quand même beaucoup plus crypto-friendly que beaucoup de pays, parce qu'il y a des cantons au-delà de celui de Genève qui sont vraiment à 0% presque d'impôts. En fait, peut-être qu'ils surtout ils vont pas l'inclure dans la réserve fédérale aujourd'hui, mais par contre au quotidien, il y a quand même beaucoup d'institutions, de restos, de plein de boîtes qui acceptent les paiements, c'est très facile, quoi, en fait, on peut utiliser finalement. Bien sûr. Non, c'est un pays qui est très porteur niveau du Web3 et de ces technologies-là, ça c'est sûr. Il y a un endroit, j'ai communiqué avec une personne, j'ai oublié le nom de l'endroit, c'est vers Zurich, apparemment, qui serait... Canton de Zug. Voilà, c'est ça, c'est un peu la crypto-vallée, quoi. Exactement, c'est la crypto-vallée, ça a inspiré le monde entier. Donc aujourd'hui, à voir, est-ce que Genève peut devenir un peu le prochain. Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu sais dessus un petit peu dans les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je t'avoue que moi je découvre la Suisse. Alors, j'étais déjà venu quelques fois, mais là vraiment, je suis avec une personne qui est là depuis 10 ans, Arnaud, et donc je découvre, donc j'apprends un peu sur le tas. Mais oui, non, mais c'est un canton où tu as énormément de grosses startups connues mondialement, et où surtout les lois et la fiscalité est ultra favorable à ces startups là, quoi. Et donc c'est ça aussi qu'il faudrait un peu en France notamment, parce que malheureusement le marché crypto c'est compliqué, surtout avec les normes qu'ils mettent, notamment. Même, tu vois, moi j'aime beaucoup la tokenisation. C'est un domaine où je pense il y a un cross entre notamment aussi l'IA, la blockchain dans ce domaine là, mais la tokenisation, par exemple en France, toutes les boîtes de tokenisation immobilière, on avait fait une conférence là-dessus à Paris avec des cabinets d'avocats qui étaient dans l'hôtel particulier où j'avais mes bureaux, et ils expliquaient la France met un cadre réglementaire très strict et trop compliqué pour n'importe quelle boîte de tokenisation, en fait. Quand on parle de tokenisation, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment en fait quand on va pouvoir un bien physique le mettre en forme dans la blockchain et le fragmenter en plusieurs tokens, comme un appartement, par exemple. Pour donner un exemple concret, je peux aujourd'hui mettre un appartement en vente et le tokeniser, c'est-à-dire qu'une personne peut l'acheter entièrement, si elle peut bien sûr, mais chaque personne peut aussi acheter un fragment de l'appartement, donc un token qui représente une parcelle de l'appartement ou d'un terrain. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. D'ailleurs, la tokenisation des actifs, c'est aussi BlackRock qui met beaucoup en avant tout ce qui est RWA, c'est la catégorie, donc les Real World Assets, c'est de la tokenisation en fait,
aussi des actifs. C'est un gros milieu aussi. Est-ce que tu vois quelque chose qui peut se faire là-dedans? Est-ce que ça t'a parlé? Ça t'a pas trop parlé? Ah ouais, moi j'ai adoré, j'ai découvert ça via l'immobilier. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir, via la crypto et via la blockchain, acheter directement de manière fractionnée, on va dire, et en crypto. C'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'en France ou même la majorité des pays européens, on se dit, moi j'ai encore des questions de est-ce que la crypto ça marche vraiment? Je dis, mec, ça fait 5 ans que je vis avec une carte. Alors je l'utilise plus maintenant, mais à l'étranger, quand avant j'étais à l'étranger, je vis avec une carte crypto. Et même dans la majorité des pays asiatiques, etc., tu peux déjà tout payer en crypto, un appart, etc. Et maintenant, tu as la tokenisation qui permet même à des personnes européennes de pouvoir acheter en crypto des parts d'immeubles. Donc moi, j'adore. Et en fait, maintenant, je me rends compte que la tokenisation, ça touche à tous les secteurs. Notamment, je travaille avec une boîte de diamantaires à Paris qui cherche à tokeniser leurs diamants. Là, on est sur le projet donc Minart, dont je vous parlais à Nice, en train d'aider des artistes à tokeniser leurs œuvres, avec une société d'ailleurs genevoise qui est implantée ici. Et donc en fait tu peux vraiment tout tokeniser quoi. Et ça permet par exemple sur les œuvres d'art à la personne qui la détient de vendre par exemple 49% du tableau, elle garde la majorité mais elle récupère de la liquidité sur ce qu'elle émet comme part du tableau quoi, en gardant son tableau chez elle tranquillement. Donc il y a plein d'avantages en fait de la tokenisation. C'est vraiment pour moi un axe où dans la crypto les projets qui vont être vraiment sur la tokenisation, que ce soit immobilière même des actifs réels, RWA, c'est un vrai secteur à surveiller sur long terme, où il y aura beaucoup de volume, beaucoup d'argent. Du coup, aujourd'hui, si je comprends bien, Pierre, tu es quand même quelqu'un de très flexible. Tu t'adaptes beaucoup à l'innovation. Tu as pas mal de projets. On n'a pas forcément évoqué le sujet de l'école crypto. Donc, une entreprise que tu as justement, si je ne me trompe pas, achetée récemment. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, ça, j'ai repris la présidence de l'école crypto. Très rapidement, qu'est-ce que c'est École Crypto? Quelle est ta vision avec École Crypto? Alors École Crypto, c'est une web app qui a été développée déjà depuis quelques années sur l'ancien Bull Run, qui a très bien fonctionné, où ça... On va dire qu'on est vraiment focus crypto, donc par exemple au contrario de vous qui êtes sur plusieurs marchés, même si vous avez quand même le pôle crypto au centre de tout ça, moi je voulais vraiment en fait créer une académie déjà sur une web app qui peut-être deviendra une app, on va voir parce que pour l'instant on a quand même pas mal d'avantages en web app, mais où tout est centralisé et où on a plein d'éducateurs dans chaque secteur. Ce que j'ai remarqué sur le marché crypto, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs qui sont très bons, mais malheureusement tu peux pas être bon partout, et même si t'es bon partout, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, tu peux pas être présente partout. C'est-à-dire qu'entre eux, les mecs qui font du meme coin, les mecs qui font du NFT, les mecs qui font du farming, du minage, il y a tellement de manières d'exploiter le Web3 en fait de manière différente, que moi je me suis dit, ok, au lieu que le gars, parce que moi je fais partie de ces gens-là, qui au début j'ai acheté une formation NFT à 1000 balles, une formation sur comment créer un portefeuille à 1000 balles aussi, et ci et ça, et en fait, derrière je me suis dit, pourquoi pas faire une app qui centralise en fait tous ces secteurs-là, prendre vraiment un expert dans chaque manière d'exploiter le Web3, de lui faire créer son contenu, et donc derrière les personnes, quand elles payent École Crypto, ça leur permet d'accéder au meilleur contenu de plein de formateurs différents qui sont à jour aussi sur ce qu'ils font actuellement et ce qui se passe sur le marché. Magnifique. Donc ça, c'est un de tes plus gros projets aujourd'hui avec Journalia. C'est ça, on va dire que c'est les deux boîtes, comme on parlait tout à l'heure, de cash flow. Et à côté, voilà, toujours des side business, des investissements. Mais la majorité de mon temps, de mon argent et de mon focus va être concentré sur ces projets-là. Ouais. Et justement, on en arrive naturellement à ma question. Aujourd'hui, comment tu fais, toi, pour garder de la cohérence et une ambition en ayant vraiment plein de projets différents, en étant sur plusieurs terrains différents? Tu es sur l'IA, la crypto, tu as des opportunités aussi avec justement ce gros hub que tu es en train de créer à Nice, tu as des conférences à droite à gauche. Comment tu fais pour être toujours à 360 degrés et garder de la cohérence parmi tous ces projets et tous tes investissements? Je m'associe. Donc c'est toujours un point dans le business. Tu as le solopreneur qui fait son business en ligne et qui va tout gérer de lui-même. Et c'est très bien. Et souvent, des fois, pour des personnes, c'est la meilleure solution parce que pour s'associer, c'est un challenge. Moi, je me suis séparé d'anciens associés qui sont toujours mes super meilleurs amis, mais on bosse plus forcément ensemble parce qu'on n'allait plus vers la même direction. Donc, il faut savoir des fois se désassocier et surtout s'associer avec les bonnes personnes qui sont complémentaires. Et donc, moi, par exemple, qui a vraiment une vision globale du marché, qui arrive à bien trouver des idées, qui arrive à bien mettre les bonnes personnes au bon endroit. Par contre, dans l'opérationnel, comme tu imagines bien, je peux pas être dans l'opérationnel sur toutes les boîtes et toutes les opportunités. Donc, je vais souvent aller m'associer avec une personne qui va plus être dans l'opérationnel, qui va me compléter. Donc, en fait, aujourd'hui, pour moi, quand tu as plusieurs boîtes, je recommande pas forcément de lancer plein de business en même temps. Moi, d'ailleurs, j'ai pas tout lancé en même temps. Journalia, c'est un peu le dernier qui s'est rajouté, mais j'ai toujours eu cette communauté crypto. Mais c'est vraiment de monter une boîte ou un business, ça tourne. Derrière, tu peux en accumuler un autre, mais tu es obligé de t'associer parce que honnêtement, tu peux pas être partout à 100%, quoi. Ok, magnifique. Super point qu'on vient d'évoquer. Si vous, derrière la caméra, ça vous a plu ce podcast, cette discussion, cette conversation exclusive, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant, en likant
et en vous abonnant. Et avant de terminer ce magnifique podcast, Pierre, j'ai une dernière question. Dans notre petite habitude avec Kevin durant nos épisodes Smart Talks, c'est de te demander, Pierre, aujourd'hui, quelle a été la décision, le choix, le moment, l'apprentissage qui a été smart et qui t'a permis vraiment de switcher, de changer de phase de ta vie, qui a eu un réel impact? Bah écoute, je pense que dans tous les business où j'ai entrepris et toutes les expériences par lesquelles je suis passé, là où j'ai été bon et où j'ai pu un peu casser cette barrière, je pense que la majorité des gens ont, c'est d'aller toujours chercher le meilleur dans ce domaine-là. C'est-à-dire que peu importe le domaine, par exemple business, le MLM, direct, je me suis démerdé avec du culot, en payant une place plutôt devant que derrière, j'en sais rien, tu vois, plein de trucs, d'aller chercher le plus gros leader. Et un jour, voilà, il m'invite, je vis un peu avec lui et j'apprends 10 fois plus vite, tu vois. Et dans tous les marchés où je vais, je cherche pas à monter l'échelle petit à petit, je cherche un shortcut pour me connecter. Donc shortcut, c'est pas péjoratif, là pour le coup, c'est vraiment comment je peux griller toutes les chaînes intermédiaires, aller me connecter à ceux qui gèrent le marché, soit m'associer avec eux, soit devenir au moins ami et pouvoir récupérer un petit peu tout comment ça fonctionne, parce que souvent c'est les leaders du marché qui dictent le marché en plus, donc ils ont énormément d'influence sur les marchés là. Et donc aujourd'hui, le vrai conseil que je peux donner à une personne qui démarre ou même qui entreprend, c'est va toujours chercher les meilleurs dans ton marché, à te connecter, à faire du réseau, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est vrai que ma vraie force, je pense, aujourd'hui, c'est mon réseau, que je peux activer les bonnes personnes au bon moment, parce que j'ai tout ce qu'il faut autour de moi et je suis vraiment allé chercher ces personnes-là qui ont de l'influence, tu vois, pour lever des fonds à la BPI. Si tu vas avec ton dossier tout seul, t'es face à plein d'autres dossiers. Bon, je vais pas griller et vendre de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais là, voilà, j'ai un contact qui a un contact à la BPI où le dossier, on peut le faire remonter beaucoup plus vite. Et c'est des petits détails, mais où derrière, sur tous les domaines, ça te permet vraiment en fait d'aller plus vite que tout le monde. Donc vraiment ne pas avoir peur, d'essayer d'aller se connecter avec des personnes influentes dans ton marché et des personnes qui ont vraiment réussi et pas le gars qui démarre de prendre son coaching à 2000 balles parce qu'il n'arrive pas à faire d'argent, quoi. Chercher les meilleurs. Grand merci à toi, Pierre. C'était vraiment une conversation super enrichissante. Merci à vous. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'on explore tous ces aspects-là, surtout le point de l'IA, où on en avait parlé un petit peu en off, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de profond autour. En tout cas, tu as envie vraiment d'avoir un impact sur cet écosystème. Pierre, merci pour ce partage. Merci à vous pour l'invitation, les gars. Et bon courage à nous pour ce marché crypto, dans cette phase où on est. Et merci à vous pour votre écoute. Et on se retrouve peut-être pour un épisode numéro 2 quand le marché aura explosé. Exactement. Et de boîte aussi, d'ailleurs, Exactement. sur la crypto. À la prochaine pour le nouvel épisode. Allez, à la prochaine.